Laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà remarqué que juste avant qu'une relation explose, tout semble soudainement parfait? Trop de gentillesse, trop d'attention, trop de «je t'aime». Et puis un jour, boum, vous découvrez que pendant tout ce temps, on vous mentait. Pourquoi? Parce que la culpabilité crée des comportements compensatoires. Et c'est exactement le premier mécanisme dont je vais vous parler aujourd'hui. Je m'appelle Julia, et dans les 12 prochaines minutes, nous allons décortiquer 7 tactiques psychologiques utilisées pour dissimuler une tromperie. Pas des théories vagues, mais des stratégies concrètes avec des exemples précis pour que vous puissiez les reconnaître. Restez jusqu'à la tactique numéro 4, c'est celle qui retourne complètement le script et vous met en position de défense sans même que vous vous en rendiez compte. Alors, commençons par la plus subtile et probablement la plus efficace, la surcompensation émotionnelle. Tactique 1. La surcompensation émotionnelle. Voici comment ça fonctionne. Le cerveau humain déteste la dissonance cognitive. Quand quelqu'un fait quelque chose qui contredit ses propres valeurs, comme tromper quelqu'un qu'il aime, ça crée une tension psychologique insupportable. Et pour gérer cette tension, le cerveau fait quelque chose de fascinant. Il surcompense. Concrètement, imaginez. Votre partenaire rentre d'une soirée où quelque chose s'est passé. Au lieu de se montrer distante ou bizarre, elle devient soudainement ultra affectueuse. Elle cuisine votre plat préféré sans raison particulière. Elle vous envoie des messages doux toute la journée. Elle vous offre un cadeau surprise. Vous vous dites « Waouh, on se reconnecte vraiment ». Mais en réalité, ce n'est pas de la reconnexion, c'est de la gestion de culpabilité. Pourquoi ça marche si bien? Parce que nous, les êtres humains, nous associons instinctivement l'affection avec l'honnêteté. Quand quelqu'un est gentil avec nous, notre cerveau débranche automatiquement les alertes de suspicion. C'est un biais cognitif qu'on appelle l'effet de halo. Si elle est adorable maintenant, comment pourrait-elle mentir? Voici le détail crucial que la plupart des gens ratent, le timing. Cette vague d'affection arrive toujours après certains événements. Après une dispute, après une soirée où elle était injoignable, après une période de distance émotionnelle. Ce n'est pas de l'amour spontané, c'est une réaction calculée, même si elle n'en est pas pleinement consciente elle-même. Alors comment la repérer? Posez-vous cette question. Est-ce que cette gentillesse semble méritée? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de positif récemment qui justifierait ce regain d'affection? Ou est-ce que ça sort de nulle part, juste après un moment suspect? La vraie affection est cohérente et prévisible. La surcompensation émotionnelle, elle, est soudaine, intense et stratégiquement placée. Retenez ça. L'amour authentique n'a pas besoin de timing parfait. La culpabilité, oui. Maintenant, parlons d'une tactique encore plus intelligente, parce que la surcompensation, c'est réactif. Mais celle-ci, elle est proactive. Elle s'appelle le bouclier de normalisation. Tactique 2, le bouclier de normalisation. Voici le principe. Si vous voulez cacher quelque chose, la pire stratégie est de le garder secret. Parce que les secrets créent de la tension, des comportements bizarres, des mensonges qui s'accumulent. La meilleure stratégie? Rendre cette chose tellement normale qu'elle devient invisible. Imaginez, votre partenaire commence à passer beaucoup de temps avec un collègue, appelons-le Marc. Au lieu de cacher cette relation, elle fait l'inverse. Elle en parle constamment. Marc a dit ça aujourd'hui. Marc et moi, on a déjeuné ensemble. Marc est tellement drôle. Elle vous montre même des photos de l'équipe où il apparaît. Pourquoi elle fait ça? Parce qu'elle crée une immunité préventive. En normalisant la présence de Marc dans sa vie, elle désactive votre radar de menace. Vous vous habituez à son nom. Il devient une partie du décor. Et quand vous êtes habitué à quelque chose, vous ne le questionnez plus. Voici la partie vraiment intelligente. Elle va même ajouter des détails rassurants. Il a une copine. Il est comme un frère pour moi. Tu devrais le rencontrer un jour. Ces petites phrases sont des vaccins psychologiques. Elles neutralisent vos soupçons avant même qu'ils n'apparaissent. Et le plus dangereux dans tout ça, ça commence souvent par une vraie amitié. Ce n'est pas toujours de la manipulation consciente, dès le départ. Mais cette amitié évolue. Elle devient de plus en plus émotionnellement intime. Et à ce moment-là, la normalisation devient une couverture parfaite. Comment la détecter? Observez les changements d'énergie. Si elle devient soudainement défensive quand vous posez des questions sur cette personne, c'est un signal. Si elle commence à comparer, même subtilement, genre « Marc comprend vraiment ce que je veux dire » ou « Marc n'oublierait jamais ce genre de choses ». Ces comparaisons,
Ce ne sont pas des remarques innocentes, ce sont des fuites émotionnelles. Elles révèlent qu'elle a commencé à idéaliser quelqu'un d'autre. Retenez ça. La normalisation n'est pas un problème en soi. Avoir des amis, c'est sain. Mais quand la normalisation s'accompagne de défensives, de comparaisons ou d'une énergie inhabituelle, ce n'est plus de l'amitié. C'est une couverture. Bon, jusqu'ici on a parlé de tactiques subtiles, mais celle qui arrive maintenant, elle est presque invisible, parce qu'elle ne change rien à la surface. Tout a l'air normal, exactement comme d'habitude. Et c'est précisément pour ça qu'elle est si dangereuse. Tactique 3. La manipulation du routine. Voici un fait psychologique. Les humains font confiance aux habitudes. Quand le quotidien de quelqu'un reste stable, on arrête de poser des questions. C'est notre cerveau qui économise de l'énergie en mode automatique. Et c'est exactement cette faille que cette tactique exploite. La manipulation du routine ne consiste pas à changer toute sa vie. Ça, ce serait suspect. Non, c'est beaucoup plus subtil. C'est cacher des choses nouvelles à l'intérieur de structures familières. Exemple concret. Votre partenaire va à la salle de sport tous les mardis et jeudis depuis des mois. Rien ne change. Sauf que maintenant, ces séances durent 45 minutes de plus. Ou elle dit qu'elle reste tard au bureau pour un projet, et c'est vrai qu'elle a un projet, mais ce qui se passe pendant ce temps supplémentaire, ce n'est pas du travail. Vous voyez la brillance de cette tactique? Le cadre est identique. Même jour, même activité, même excuse. Mais le contenu a changé. Et parce que le cadre est familier, vous ne remarquez pas le changement de contenu. Les gens qui utilisent cette tactique maintiennent leur présence sur les réseaux sociaux. Ils continuent à faire des trucs de couple. Ils ne disparaissent pas, parce que disparaître, c'est un signal d'alarme évident. Non, ils restent visibles, mais ils volent du temps dans les marges. Comment ça se détecte? Par les micro-incohérences. C'est là que votre intuition commence à crier, même si logiquement tout semble normal. Elle dit qu'elle a mangé dans un restaurant avec des collègues, mais elle ne se souvient plus du nom. Elle dit qu'elle a fini tard, mais un collègue poste une story qui montre qu'il est parti à 18 heures. Les histoires ne s'alignent pas parfaitement. Et voici le truc. Une incohérence peut être une erreur, mais des incohérences répétées, ce sont des fissures dans un récit construit, parce que mentir demande de la mémoire. Et quand on doit gérer plusieurs versions d'une même histoire, on finit par se tromper dans les détails. Alors faites confiance à ce sentiment. Ce moment où vous vous dites « Attends, ça ne colle pas ». Ne l'ignorez pas. Notez mentalement ces petites contradictions, parce qu'elles ne sont pas des coïncidences. Ce sont des indices. Maintenant, accrochez-vous. Parce que la tactique suivante est celle qui retourne complètement le jeu. Elle transforme le questionneur en coupable, et c'est probablement la plus manipulatrice de toutes. Tactique 4. Le retournement accusatoire. Imaginez cette scène. Vous commencez à sentir que quelque chose cloche. Son comportement a changé. Vous avez remarqué des incohérences. Alors vous posez une question simple, juste une question pour comprendre. Et là, au lieu de répondre, elle vous attaque. Pourquoi tu es aussi parano? Tu ne me fais plus confiance maintenant? Tu es jaloux de chaque personne avec qui je parle? Ou pire, est-ce que toi, tu vois quelqu'un d'autre? Tu projettes peut-être? Et voilà, en une seconde, vous n'êtes plus celui qui cherche des réponses. Vous êtes celui qui doit se justifier. Vous êtes devenu le méchant de l'histoire. Et pendant que vous vous défendez, elle a gagné du temps, détourné l'attention et surtout, évité de répondre à votre question initiale. C'est ce qu'on appelle le retournement défensif. Et c'est incroyablement efficace parce que ça exploite votre empathie. Quand quelqu'un semble blessé par votre question, votre instinct est de vous excuser, pas de continuer à questionner. Mais voici ce qui se passe réellement dans sa tête. Elle a besoin de créer une justification morale pour ses actes. Personne ne veut se voir comme le méchant. Alors elle se construit un récit où elle est la victime. Il ne m'écoute plus. Il est distant. Il me néglige. Dans sa version des événements, la trahison est votre faute, pas la sienne. Et en vous accusant d'être parano ou jaloux, elle fait d'une pierre deux coups. Elle neutralise vos questions futures parce que vous ne voulez pas être ce genre de personne. Et elle se donne la permission psychologique de continuer parce que dans sa tête, elle répond à votre froideur supposée. Comment reconnaître cette tactique? C'est simple. Observez la réaction à une question légitime. Une personne qui n'a rien à cacher va répondre calmement. Elle va vous rassurer.
Elle va comprendre d'où vient votre inquiétude et y répondre directement. Une personne qui utilise le retournement va immédiatement devenir agressive ou émotionnellement manipulatrice. Elle va transformer votre question en attaque contre elle. Et surtout, elle ne répondra jamais vraiment à la question posée. Alors si vous vous retrouvez à vous excuser auprès de quelqu'un qui devrait être en train de vous expliquer quelque chose, arrêtez-vous. Reprenez le fil. Et reposez la question initiale, parce que si elle refuse encore de répondre, vous avez votre réponse. Les 4 tactiques qu'on vient de voir sont toutes des actions. Mais les 3 prochaines, elles sont plus profondes. Elles touchent à l'identité, aux émotions et à la perception. Et elles commencent avec quelque chose que personne ne soupçonne jamais. Tactique 5. La persona irréprochable, qui est la dernière personne que vous suspecteriez de tricher, celle qui parle constamment de loyauté, celle qui critique publiquement les infidèles, celle qui poste des citations sur l'honnêteté et le respect, celle qui a une réputation parfaite auprès de tout le monde. C'est exactement le masque utilisé dans cette tactique. Construire une identité publique si irréprochable que personne, absolument personne, n'oserait la remettre en question. Voici comment ça fonctionne psychologiquement. En parlant constamment de ses valeurs morales, elle crée un bouclier social. Vos amis vous diraient « Elle, impossible, tu la connais ». Sa famille la défendrait aveuglément. Et vous-même, vous vous sentiriez coupable de même envisager cette possibilité. Mais voici le secret. Plus quelqu'un insiste sur ses valeurs, plus il faut se demander pourquoi. Les gens vraiment honnêtes n'ont pas besoin de le crier sur tous les toits. Ils le sont. Point final. Ceux qui construisent toute une personnalité autour de la vertu, ils construisent souvent une façade. Et il y a une raison psychologique profonde à ça. Personne ne veut se voir comme une mauvaise personne. Alors, en créant cette image publique parfaite, elle se protège aussi d'elle-même. Elle se convainc qu'elle est toujours cette personne, même quand ses actions disent le contraire. C'est une forme de dissonance cognitive encore plus poussée. Vous voulez un exemple très concret ? Elle va partager des posts sur la fidélité. Elle va être la première à condamner une histoire de tromperie dans votre cercle social. Elle va dire des choses comme « Je ne comprendrai jamais comment on peut faire ça à quelqu'un qu'on aime ». Et si jamais vous osez la questionner, elle utilisera cette image comme arme. Après tout ce que j'ai dit sur les tricheurs, tu penses vraiment que je ferai ça ? Ça me blesse que tu me voies comme ça. Comment percer cette façade ? Arrêtez d'écouter ce qu'elle dit publiquement. Regardez ce qu'elle fait en privé. Observez les patterns comportementaux, pas les déclarations d'intention. Une réputation n'est pas une preuve d'innocence. C'est souvent juste une meilleure couverture. Retenez ça. Les actions silencieuses révèlent toujours plus que les mots criés haut et fort. On a couvert 5 tactiques psychologiques majeures. Mais avant de conclure, je dois vous parler des 2 dernières. Parce qu'elles sont différentes. Elles ne sont pas des techniques de camouflage. Ce sont des substitutions, des remplacements. Et elles expliquent pourquoi tant de relations meurent lentement sans que personne ne comprenne vraiment pourquoi. Tactique 6. Le remplacement émotionnel. Voici une vérité inconfortable. La plupart des infidélités ne commencent pas dans un lit. Elles commencent dans une conversation, dans un café, dans un message anodin qui devient progressivement plus intime. C'est ce qu'on appelle l'infidélité émotionnelle. Et pour beaucoup de femmes, c'est la vraie relation. L'aspect physique, c'est presque une formalité qui arrive plus tard. Voici comment ça se développe. Elle rencontre quelqu'un qui l'écoute vraiment, qui comprend ses frustrations, qui lui demande comment s'est passée sa journée et attend vraiment la réponse. Au début, c'est juste agréable, une amitié. Mais progressivement, elle commence à partager avec lui des choses qu'elle ne partage plus avec vous. Ses peurs, ses rêves, ses pensées profondes, les choses qui la font rire, les détails de sa vie quotidienne. Toute cette intimité émotionnelle qui était censée être réservée à votre couple, elle la transfère ailleurs. Et c'est là que le remplacement se produit. Vous êtes toujours son partenaire sur le papier, mais émotionnellement, vous avez été remplacé. Et le pire, elle ne se sent même plus coupable d'une éventuelle relation physique, parce que dans sa tête, la vraie connexion est ailleurs depuis longtemps. Elle s'est déjà convaincue que votre relation était morte, bien avant que quelque chose de physique ne se passe. Comment reconnaître ce remplacement ? C'est subtil, mais dévastateur. Elle est là physiquement, mais absente émotionnellement. Ses rires ne sonnent plus pareils.
Ses compliments deviennent génériques et automatiques. Elle ne vous raconte plus vraiment sa journée. Et quand elle le fait, il manque des morceaux, des détails, des personnes. Et voici le signal le plus évident. Elle commence à comparer. Pas forcément ouvertement, mais elle laisse échapper des phrases. C'est plus facile de parler avec lui. Il comprend ce que je ressens. J'aimerais que tu sois plus comme... À ce moment-là, ce n'est plus une menace future. C'est déjà arrivé. Le remplacement émotionnel est complet. Et pour elle, la relation avec vous est déjà terminée. Vous êtes juste le dernier à le savoir. Tactique 7. La compartimentation digitale. On termine avec la tactique la plus moderne, celle qui n'existait pas il y a 20 ans, la gestion stratégique de l'empreinte numérique. Voici le paradoxe. Son feed Instagram montre un couple heureux. Elle poste des photos de vous deux. Elle vous tague. Elle commente avec des cœurs. Et vous vous dites, si elle me trompait, elle ne ferait pas ça publiquement. Erreur. C'est exactement ce qu'elle fait. Parce qu'elle comprend que la visibilité publique achète la liberté privée. La vraie action ne se passe pas dans les posts. Elle se passe dans les messages directs, les stories privées, les conversations sur des apps qui effacent automatiquement les messages, les comptes secondaires, les fils de discussion archivés. Et voici la sophistication de cette tactique. Elle ne cache pas son téléphone complètement. Ça serait suspect. Non, elle vous montre ce qu'elle veut que vous voyiez. Elle scrolle devant vous. Elle vous montre ses DM les plus innocents. Elle crée une illusion de transparence. Mais pendant ce temps, elle a compartimenté sa vie numérique. Il y a la version publique, celle que tout le monde voit. Et il y a les couches cachées, protégées par des paramètres de confidentialité, des applications secondaires, des modes privés. Comment détecter ça? Cherchez les incohérences entre ce qu'elle montre et ce que vous savez être vrai. Elle dit qu'elle était avec des amis, mais aucune story de personne ne correspond. Elle prétend être quelque part, mais la géolocalisation ne correspond pas. Et surtout, observez les changements de comportement autour du téléphone. Si elle était décontractée avant et devient soudainement protectrice. Si elle change son code. Si elle incline l'écran même pour des choses banales. Si elle rit à un message mais change rapidement d'expression quand elle vous voit la regarder. Ces micro-ajustements comportementaux. Ce ne sont pas de la paranoïa de votre part. C'est votre cerveau qui capte des patterns incohérents. Et vous devriez l'écouter. Voilà. 7 tactiques psychologiques. Pas des théories du complot, pas de la paranoïa. Des patterns comportementaux réels, documentés et malheureusement très efficaces. Mais avant de terminer, je veux être absolument clair sur quelque chose. Cette vidéo n'est pas un manuel pour devenir méfiant de tout le monde. Ce n'est pas une invitation à espionner votre partenaire ou à détruire la confiance dans votre relation. C'est un outil pour faire confiance à votre intuition. Parce que votre cerveau capte des milliers de micro-signaux que votre conscience n'analyse pas immédiatement. Et quand quelque chose ne va pas, votre instinct le sait avant que vous puissiez le formuler en mots. Ces tactiques fonctionnent parce qu'elles exploitent notre désir de faire confiance, notre peur de paraître paranoïaque et notre tendance à chercher des explications rassurantes. Mais maintenant que vous les connaissez, vous avez le vocabulaire pour nommer ce que vous ressentez. La cohérence comportementale, c'est ça la clé. Pas la perfection, la cohérence. Les gens honnêtes sont cohérents dans leurs actions, leurs émotions, leurs histoires. Les détails s'alignent, le timing a du sens, les réactions sont proportionnées. Quand cette cohérence se brise, quand les micro-incohérences s'accumulent, quand vous devez constamment chercher des explications pour justifier des comportements qui n'ont pas de sens, c'est le moment d'écouter ce que votre intuition essaie de vous dire. Et rappelez-vous, vous méritez une relation où vous n'avez pas besoin de devenir détective, où la transparence est naturelle, pas forcée, où les questions reçoivent des réponses, pas des attaques, où votre instinct peut se reposer parce que tout est aligné. Si après avoir regardé cette vidéo, vous vous rendez compte que plusieurs de ces tactiques résonnent avec votre situation, ne les ignorez pas. Mais ne sautez pas non plus aux conclusions. Prenez du recul. Observez les patterns sur plusieurs jours, plusieurs semaines, parce qu'un comportement isolé peut être une coïncidence. Mais des patterns répétés, ce sont des messages. Et si vous découvrez que vos doutes étaient fondés, rappelez-vous ceci, ce n'est pas votre faute d'avoir fait confiance. La tromperie est un choix fait par l'autre personne. Votre seule responsabilité, c'est de décider ce que vous méritez et d'agir en conséquence.